Merci de nous recevoir et de nous donner la parole. Depuis plus de 30 ans, les collèges privés non subventionnés, puis on fait bien la distinction ici, là, le non est important, le non subventionné, au nombre de 45, autorisés par le MEC et le MES, jouent un rôle déterminant dans l'accueil, la formation et l'intégration d'étudiants internationaux au Québec. Contrairement à certaines perceptions, ils n'accueillent qu'une proportion limitée du nombre total d'étudiants internationaux. Ils formaient des personnes qui s'intègrent, travaillent, participent activement à la vitalité du Québec. Le contexte impose d'aller droit au fait. Au cours des dernières années, le Québec a connu une croissance démographique marquée, largement portée par l'immigration. Cette transformation rapide a modifié la composition de la population, accru la pression sur les services et accentué les besoins de main-d'œuvre qualifiée. Pourtant, une part importante des nouveaux arrivants demeure sous-employés. Beaucoup sont surqualifiés pour les postes qu'ils occupent et peinent à faire reconnaître leurs compétences. C'est pourquoi la clé d'une intégration réussie, économique et linguistique, c'est de former localement en français dans des programmes alignés sur les besoins réels du marché du travail. C'est précisément ce que font les programmes d'attestation d'études collégiales et les diplômes d'études de formation professionnelle qui sont offerts dans nos collèges. Mais cette mission essentielle s'exerce dans un contexte de forte concurrence. Nos établissements sont souvent confondus avec les collèges privés subventionnés, alors que nos réalités sont très différentes. Nous ne recevons aucune subvention publique. Nos revenus proviennent exclusivement des droits de scolarité. Autrement dit, l'accueil d'étudiants étrangers se fait à coût nul pour la société québécoise, tout en générant des retombées économiques concrètes. Consommation locale, maintien d'emploi et surtout formation d'une main-d'œuvre qualifiée francophone et essentielle au développement du Québec. Nos formations sont axées sur l'emploi et la requalification professionnelle, en lien direct avec les secteurs où la pénurie est la plus critique. La santé, les technologies, les métiers techniques, la comptabilité, la petite enfance, l'administration, services sociaux, etc. Nos programmes d'attestation d'études collégiales offrent la même rigueur technique que les DEC, mais sont plus ciblés. Ils forment rapidement des professionnels prêts à intégrer le marché du travail. Notre orientation vers l'international n'est pas opportuniste. Elle découle d'une évolution naturelle. L'intégration des AEC dans les cégeps a restreint le recrutement local. Dans ce contexte, les collèges privés non subventionnés sont devenus un complément agile et nécessaire, capable de répondre rapidement à la demande croissante de main-d'œuvre qualifiée, ici même au Québec. Pourtant, notre réseau demeure mal compris. On le juge souvent à travers des cas isolés, ce qui alimente les préjugés et ternit la réputation d'établissements rigoureux et conformes aux exigences ministérielles. Et contrairement à certaines idées reçues, les frais de scolarité exigés des étudiants étrangers sont comparables à ceux des autres réseaux, mais sans qu'un seul dollar public ne soit versé. Sur le plan de la qualité, l'encadrement est strict. Ces AEC doivent être approuvés par le ministère de l'Enseignement supérieur. À chaque renouvellement de permis, un collège doit démontrer la solidité de ses ressources financières, matérielles, humaines et pédagogiques, ainsi que la conformité de ses pratiques. On ajoute à cela les évaluations indépendantes de la commission d'évaluation de l'enseignement collégial qui garantissent la qualité des formations. Les ministères disposent enfin de tous les pouvoirs légaux pour corriger ou fermer un établissement fautif. Ce réseau est donc pleinement encadré et imputable. Mais allons droit au cœur du problème. Depuis que le permis de travail post-diplôme, le PTPD, n'est plus accessible aux diplômés internationaux de nos collèges pour les programmes commencés après le 1er septembre 2023, l'équilibre du modèle québécois d'immigration étudiante s'est effondré. Ce permis n'était pas un privilège, mais le pont entre la formation et l'intégration, entre l'école et l'emploi, entre le Québec d'aujourd'hui et celui que nous voulons bâtir. Grâce à lui, un diplômé formé ici pouvait acquérir une première expérience de travail, prouver sa valeur et s'enraciner durablement. Depuis le retrait du permis de travail post-diplôme, les conséquences sont lourdes. Une chute de plus de 60% des inscriptions internationales, des fermetures imminentes d'établissements, des pertes d'emplois
et une réputation internationale ternie. Concrètement, nous formons des talents ici et nous les voyons partir ailleurs. C'est une perte nette pour le marché du travail, pour la francophonie et pour nos régions. Voilà pourquoi notre recommandation centrale est limpide. Rétablir le permis de travail post-diplôme pour les diplômés des collèges privés non subventionnés, maîtrisant le français dans des secteurs en forte demande, en favorisant particulièrement les emplois en région, tout en ne négligeant pas les besoins criants de main-d'œuvre à Montréal. Ce permis de travail ciblé francophone soutient à la fois la régionalisation et la francisation. Pardon. Comme la majorité des collèges privés. Ça y est. Pardon. Sont situés à Montréal, il devient l'outil décisif pour déployer la main-d'œuvre formée ici vers les régions. Nos collèges contribuent déjà directement à l'essor du français. Plusieurs offrent des cours de francisation intégrés. Cours intensifs, tutorat, accompagnement personnalisé, parrainage, famille d'accueil et immersion culturelle. Par contre, depuis 2023, aucun diplôme d'AEC en anglais ne peut être délivré sans preuve de compétences en français. Au-delà du permis de travail, certains ajustements sont nécessaires pour donner de la prévisibilité et reconnaître ce qui fonctionne. Nous demandons que les programmes DEP, ASP et AEC, offerts par les collèges privés non subventionnés, alignés sur les besoins du marché, soient protégés de toute politique de réduction du programme d'études pour étudiants étrangers. L'expérience récente a démontré que la méthodologie d'attribution des quotas soulève des enjeux majeurs. La planification de février 2025 a mis en lumière plusieurs incohérences ayant causé des préjudices importants aux établissements et aux étudiants. Le mode de calcul appliqué par décret a été déployé sans consultation, sans transparence et sans préavis suffisant. Nous proposons que soit réformée en profondeur la mécanique d'attribution des quotas afin qu'elle repose sur des critères clairs, objectifs et vérifiables, fondés entre autres sur la capacité d'accueil des établissements, la conformité réglementaire et les inscriptions confirmées. Nous recommandons aussi d'exclure du calcul les renouvellements de CAQ et les demandes liées à des refus de permis du fédéral et de fixer les quotas pour une période minimale de 2 ans, afin de respecter les cycles réels du recrutement international. Enfin, toute modification réglementaire devrait être annoncée avec un préavis minimal de 12 mois, après consultation formelle du réseau et que les pratiques soient harmonisées entre le MES, le MEC et le MIFI. Enfin, pour l'immigration permanente, nous appuyons le scénario du MIFI, prévoyant une hausse progressive et modérée des seuils. Cela complète logiquement la séquence formation, emploi, établissement, résidence, avec un PEC volet diplômé qui reconnaîtrait les AEC et les DEP comme parcours admissibles. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs, le Québec fait face à 3 défis majeurs, démographiques, économiques et linguistiques. Pour les relever, il ne suffit pas d'accueillir, il faut retenir, intégrer et valoriser. Les collèges privés non subventionnés sont prêts à jouer ce rôle, flexible, ancré dans l'emploi et la francisation. Il constitue un levier essentiel du modèle québécois. Mais pour que ce modèle fonctionne, il faut lui redonner son outil central, le permis de travail post-diplôme. Réintégrer pleinement les collèges privés non subventionnés dans la stratégie québécoise de formation internationale, c'est miser sur une immigration qualifiée, francophone et durable, et donc sur l'avenir même du Québec. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mme Gervais. Vous allez pouvoir prendre une petite gorgée d'eau, reprendre votre souffle. La voix, c'est ça, on la sentait descendre. Les propos y étaient tout de même. Alors, on va engager maintenant la période de discussion avec, dans un premier temps, Monsieur le ministre, pour une période de 16 minutes 30 secondes. Merci bien. Merci pour votre présentation. Dans votre mémoire, vous nommez très clairement la notion de capacité d'accueil. Vous appuyez le gouvernement pour la réduction du nombre de résidents permanents à chaque année. Vous appuyez le scénario 2C. Je vais citer, dans votre mémoire, vous dites « Afin de tenir compte à la fois des besoins économiques, pénurie de main-d'œuvre, secteur prioritaire, besoins régionaux, et de la capacité réelle d'accueil des services publics,
Ce scénario se situe entre le statu quo et une hausse importante des seuils, offrant un équilibre entre une intégration réussie et les besoins du marché du travail. Comment on fait pour vous suivre jusqu'au bout et trouver cet équilibre entre l'intégration réussie, le respect de la capacité d'accueil et l'intégration au marché du travail, je veux même dire l'intégration à la nation québécoise? Bonjour, Madame la Présidente. Bonjour, Monsieur le ministre. Bonjour, les membres de la Commission. Donc, en fait, l'adéquation est que il ne faut pas voir ça avec des œillères. Il faut vraiment... Nos collèges ont toujours été orientés vers le marché du travail, vers les besoins du marché du travail. Donc, c'est sûr que c'est un point de départ à notre recommandation. On croit bien que les étudiants peuvent s'intégrer à la société québécoise. On a des particularités pour les étudiants étrangers. Si on parle de logement, oui, ils ne font pas partie du problème entier. On s'entend bien que les personnes qui vivent seules, les personnes séparées, les banlieusards qui reviennent en ville, le manque de logements sociaux, ça fait aussi partie du problème. Donc, je pense qu'on peut les accueillir. Ce que nous, on veut, c'est participer à la discussion. On veut s'entendre sur ce qui est des quotas qui semblent raisonnables. Et donc, on pense que c'est possible, et que notre réseau est assez agile pour permettre de s'adapter et de contribuer à cet effort. Merci. La notion du permis de travail post-diplôme fait partie de vos préoccupations. Vous l'avez mentionné à plusieurs reprises. Pendant un certain temps, il l'avait ici. C'était le seul endroit au Canada où les collèges privés non subventionnés avaient le permis de travail post-diplôme. Je vais citer le commissaire à la langue française qui s'est intéressé beaucoup à cette question-là. J'aimerais entendre votre réaction à ce qu'il a affirmé. Donc, je le cite à partir de maintenant. De 2017-2018 à 2020-2021, le nombre d'étudiants à l'enseignement collégial a explosé, passant de 7 063 à 28 189 en seulement 3 ans. Cette augmentation subite est presque entièrement due au recrutement massif par une dizaine de collèges privés non subventionnés et par un cégep d'étudiants indiens dans des programmes courts, sanctionnés par une attestation d'études collégiales. Proposés en anglais, ces programmes offraient un accès rapide au marché du travail canadien grâce au permis de travail post-diplôme. En 2021, à l'enseignement collégial, 71 des étudiants internationaux venaient d'Inde et 51 étudiaient en anglais. Donc ça, c'est l'analyse, mais c'est des faits exposés par le commissaire en langue française. Si vous nous demandez de rétablir ce qui n'est plus actuellement accessible, est-ce que vous ne pensez pas qu'on va retourner à cette situation-là décriée par le commissaire? Pas du tout. En fait, premièrement, on parle vraiment du passé. On ne parle plus d'une situation qui est présente. Présentement, tous les changements par rapport à la langue, entre autres, dans notre réseau, il n'y a plus d'étudiants anglophones présentement. Donc, il n'y a plus d'étudiants anglophones présentement, qui est dans notre réseau. Donc, c'est parce qu'évidemment, il n'y a plus d'attractivité, excusez-moi. Et puis, comme on l'a mentionné tout à l'heure dans l'exposé, ces étudiants-là ne peuvent plus être diplômés s'ils n'ont pas une connaissance suffisante du français. Donc, en fait, et à notre avis, c'est deux choses séparées. Là, si on veut, on pourrait diplômer ces étudiants-là qui retournent chez eux. Puis, si on veut les accueillir ici, on est tout à fait d'accord que ça prend un effort de francisation. Donc, si vous parlez vraiment de ça, c'est deux choses séparées. Donc, présentement, il y a très peu de chances que cette situation-là se reproduise. Et, d'après nous, le rétablissement du permis post-diplôme, premièrement, va permettre à ces étudiants étrangers-là qui, avant, voyaient une suite à leurs études pouvoir le faire. Sinon, ils doivent tous retourner chez eux. Donc, on n'est pas contre le fait qu'il y ait des critères relativement au permis post-diplôme de francisation, d'emploi relativement à l'opération main-d'œuvre, régionale. Donc, ça pourrait être une partie de la solution. Mais vous comprenez qu'il y a des étudiants qui font toutes leurs études ici et qui n'ont pas la chance
d'avoir une expérience de travail, même si dans beaucoup de nos formations, il y a des stages, ils ne peuvent pas avoir l'année nécessaire de travail qui nécessite le nouveau programme qui remplace le PEC. Donc, il faut leur donner la chance de pouvoir le faire et de pouvoir s'intégrer dans la société. Ce 2 ou 3 ans-là va leur permettre de s'intégrer à la société. Donc, si on est tout à fait d'accord à... Tu sais, c'est un balancier. Hein. On est allé là, on s'en retourne, on est allé là maintenant. Nous, on espère bien qu'on va pouvoir retourner au centre. On dirait que j'abaisse la courbe comme monsieur. J'ai des retours de COVID. Là. Donc, d'après nous, c'est bien important de bien cibler. On est d'accord avec ça. On est d'accord avec le fait qu'il faut s'asseoir et discuter de ce qui est possible pour ne pas avoir certains excès qu'on a vus. Des excès qui ont été, comme vous l'avez dit, qui ont été initiés par un cégep, là, juste pour la petite histoire. Donc c'est pas notre réseau qui a forcé ça. Ça a été le cégep des Îles avec la bénédiction du ministère qui a commencé cette manœuvre-là. Donc, c'était possible, c'était faisable. On pensait qu'on réussirait à les franciser suffisamment. Et là, présentement, bien, on retourne à ce que la société, ce qu'on décide comme société. Donc, on est d'accord à s'adapter à cette vision-là. Donc, il faut juste être consulté, le prévoir et le planifier. Je vais juste ajouter, vous avez déjà mis en place le système de quotas qui peut gérer justement cette hausse phénoménale là, d'étudiants étrangers qu'on pourrait accueillir. Donc, oui, il y a des façons de limiter cet engouement pour les étudiants étrangers. Je veux juste préciser qu'il n'y a rien non plus dans les règlements, dans les lois qui interdisait ce genre de développement d'affaires-là. Oui, il a été fait de façon rapide et un peu exponentielle, mais il y avait un marché qui était là et comme les étudiants locaux sont maintenant, à cette époque, étaient maintenant redirigés vers les cégeps, parce qu'il faut comprendre qu'il y a, je dirais 15-18 ans, les attestations d'études collégiales, c'était un créneau que seuls les collèges privés non subventionnés offraient. Okay? Donc, on était comme les spécialistes des AEC. Et tranquillement, les cégeps ont commencé à envahir ce marché-là. Alors, naturellement, la clientèle locale s'est tranquillement déplacée vers les cégeps, naturellement. Les coûts les frais de scolarité étant naturellement beaucoup moins élevés. Alors, nous, on s'est retrouvés avec des déficits de recrutement locaux. Donc, on a été obligé de recréer, en tout cas, être très créatif pour développer, pour maintenir nos écoles. On s'est dirigé vers un développement international qui faisait sens et qui n'était pas contre aucune règle. Et qui était pour combler une pénurie de main-d'œuvre aussi. Aussi, parce que nos programmes sont très orientés vers la main-d'œuvre. Directement. C'est la caractéristique. J'aimerais juste un commentaire, si vous me permettez, par rapport au AEC. J'aimerais bien qu'on enlève ce préjugé que le AEC n'est pas une formation est courte et semble inadéquate. La plupart des AEC découlent des compétences de DEC, de référence. Souvent, les AEC sont des programmes qui sont des programmes techniques, oui, sans la formation générale, mais qui sont tout aussi valides. Il y a des ateliers, des attestations de spécialisation, là, mais si on parle, je sais pas, technique de l'éducation de l'enfance, c'est exactement le même programme qui est donné. Donc, sans les cours généraux. Donc, il faut faire attention quand on parle d'AEC cours, parce qu'on propage un préjugé de programmes qui ne sont pas adéquats. Donc, ils sont directement liés au marché du travail et des besoins de la société québécoise, si je me trompe. Les AEC courtes sont la plupart du temps des spécialisations. Donc, ça prend déjà une formation dans ce domaine-là, puis on vient spécialiser. Sinon, quand on écrit ou on demande l'autorisation d'une nouvelle AEC, elle doit découler absolument du DEC. Donc, il faut prendre quand même la majorité des compétences du DEC et elles sont approuvées. Donc, si une formation courte dans un domaine n'était pas pertinente, bien, c'est aux autorités à dire que cette AEC-là n'est pas bonne parce que nous, on doit, contrairement à d'autres réseaux, on doit les faire approuver et le processus est très long.
Juste une dernière petite précision, si je peux. Lors de l'enquête des 11 collèges, vous avez raison, à l'époque, on m'avait bien confirmé que le seul dénominateur commun de ces 11 entités-là, c'était qu'ils avaient une clientèle indienne et que leur croissance avait été exponentielle. Par contre, une fois que l'enquête a été terminée, il n'y a aucun blâme qui a été donné à aucun de ces collèges-là. Je dirais, le tir n'a jamais été rectifié publiquement, mais dans le rapport qui en a découlé, il n'y a aucun blâme qui a été donné. Puis ces collèges-là ont continué à faire ce qu'ils faisaient. Et en même temps, comme je vous l'ai dit dans la présentation, les ministères concernés ont tous les moyens pour fermer, pour corriger, pour exiger des corrections à un collège qui serait en défaut. Merci pour ces présentations-là. Je pense que c'est intéressant de vous laisser la parole pour mettre les choses en perspective par rapport à ce qui a été dit. Il y a eu des moyens qui ont été pris, notamment avec l'adoption de la loi 74 il y a à peu près un an l'an passé. D'autres moyens qui ont été pris aussi avec la position gouvernementale de dire maintenant, pour être immigrant économique, il faut maîtriser la langue française. Ma question, c'est est-ce que c'est à ça que vous faisiez référence tout à l'heure dans votre intervention? Vous dites qu'il n'y a plus d'attractivité pour des programmes qui seraient uniquement en anglais. Est-ce que c'est parce que le gouvernement a pris une posture pour dire maintenant l'immigration économique doit impliquer une maîtrise de la langue? J'aimerais ça vous entendre. Pourquoi vous dites que c'est plus attractif? Est-ce que c'est... En fait, je pense qu'à ce moment-là, je parlais vraiment du permis pas diplôme. Okay. Donc c'était plutôt orienté vers ça. Mais je peux vraiment commenter ce que vous venez de dire là, parce qu'évidemment, un étudiant qui viendrait étudier en anglais au Québec présentement, dans nos AEC, ne peut pas être diplômé. C'est à moins qu'il y ait une connaissance suffisante du français. Donc, c'est par le fait même, parce qu'on en a des étudiants étrangers anglophones qui viennent étudier, qui sont venus étudier en anglais ici et qui sont francisés et qui ont réussi. Donc, ça s'est fait très bien. Mais quelqu'un qui a le désir de rester sans franciser ne viendra pas. Donc, cette mesure-là, pour la francisation, si c'était votre but, fonctionnait. Sauf que ces étudiants-là se retrouvent avec un problème majeur. Ils ne sont pas diplômés après avoir suivi une formation adéquate. Excusez-moi, expliquez-moi, ils ne sont pas diplômés. Les gens qui ont une attestation d'études collégiales... On n'a pas le droit d'être diplômé. Ah, c'est pas un diplôme, mais ils ont une attestation. Ils ont une maison, si vous voulez. Ils n'ont pas d'attestation d'études collégiales. On peut reconnaître qu'ils ont fait les unités, qu'ils ont suivi les cours, mais on ne peut pas les diplômer officiellement. Parce qu'ils doivent avoir une... La réalité, un étudiant anglophone vient étudier au Québec, veut avoir un diplôme, va étudier en anglais. En parallèle à sa formation technique d'attestation d'études collégiales, doit apprendre le français en même temps, okay, parce qu'on parle de programmes de 1 an, 2 ans, selon les horaires, doit apprendre le français pour obtenir sa diplomation, donc pour avoir un diplôme en main, et le lendemain, il doit prendre l'avion puis s'en aller chez eux, parce qu'il n'a pas le droit de travailler ici. Il ne peut pas appliquer pour un permis de travail. Alors, l'attractivité, elle est passée de oui à 0. Qui va venir ici faire apprendre un métier, apprendre la langue, puis être obligé de repartir les mains après? Excusez-moi, mais là, je vous dis quand même une précision. C'est comme si vous précisez votre prémisse de base, c'est que des gens qui viennent étudier ici veulent tous immigrer ici. On pourrait très bien vouloir venir étudier ici en français ou en anglais. Ils ne sont pas diplômés. Et donc repartir, mais avec une qualification quand même. Non, sans qualification, ils ne sont pas diplômés. Ils ont réussi les cours, mais ils ne sont pas diplômés. Mais on déborde. Nous, on est favorable à leur enseigner le français, il n'y a pas de problème. Mais vous comprenez l'effort d'un étudiant qui vient ici avec l'intention de retourner chez lui sans problème, avec une attestation entre les mains. Mais parce qu'il n'apprendrait pas le français, il ne pourra jamais repartir avec une attestation sanctionnée entre les mains, parce qu'il n'aura pas appris le français, qui, au-delà de, je ne sais pas moi,
si je viens de Suède, je parle anglais, je retourne, j'ai besoin quand même d'un diplôme pour Mais c'est prouver un que choix je- aussi de venir dans la seule nation francophone d'Amérique du Nord. Tout à fait. Puis il disait, ben moi, je veux aller là, je veux être diplômé, mais pas en France. Il veut dire, à un moment donné, il faut qu'on fasse des choix. Le Québec est extrêmement attractif Oui, mais pour plein de raisons. c'est pas des gens qui vont rester. C'est juste on vous mentionnait qu'ils ne peuvent pas être diplômés. Je pense qu'on peut Simplement. arrêter dans ça. Ils ne peuvent pas rester, ils doivent retourner. C'est ça, je comprends. Parce que c'est pas 100 des étudiants qui veulent migrer ici à temps plein, et c'est pas 100 des étudiants qui, même s'ils voulaient, pourraient être accueillis. Vous avez commencé, de toute façon, Oui. en parlant de la capacité d'accueil. Mais je me reste un peu de temps, Madame la Présidente. Il reste 28 secondes. Je vais poser une question. Vous avez dit, tous nos programmes sont en français. Ça, vous avez des membres qui donnent des cours. Puis c'est pas un reproche que vous faites, mais juste démêler quelque chose. Qui donnent donnent, des cours en hein? anglais. Qui donnaient. Ils se Donc, vous sont- n'avez plus aucun membre qui donne des formations en anglais. Nos établissements ont les permis pour donner des cours en français ou en anglais, mais la plupart, présentement, ne les donnent pas pour ces raisons-là. Parce qu'il n'y a pas d'attractivité. Donc, on se concentre sur les formations en français. Merci. Clientèle française. Francophone. Merci, francophone. merci beaucoup. Le temps est terminé. Je vais juste vous attirer votre attention. Vous avez des micros, ça enregistre également. Donc, faites juste attention pour ne pas parler un par-dessus l'autre pour lorsque le texte va être rédigé, le journal des débats. Merci beaucoup. Alors, ça va être plus difficile pour la personne qui va faire cet exercice-là. Alors, on poursuit avec la députée de Lapinière pour 16 minutes 30 secondes. Merci, Madame la Présidente. Alors, bonjour. Merci pour votre mémoire et votre présentation. Alors, juste pour me démêler un petit peu de la conversation qu'on vient d'avoir, si je comprends bien, les collèges privés non subventionnés ont des programmes en français. Ils ont eu ou ont toujours des programmes en anglais? Ils ont toujours des programmes en anglais. Est-ce qu'ils ont des programmes dans d'autres langues que l'anglais ou le français? Non. Donc, il peut y avoir des étudiants francophones, québécois ou de la francophonie autre que le Québec. Il peut y avoir des étudiants anglophones. Il peut y avoir des étudiants allophones qui parlent anglais ou français qui vont suivre vos programmes. Par contre, ceux qui ne parleraient pas français doivent apprendre le français. S'ils sont dans un programme en anglais, ils doivent apprendre le français en parallèle pour avoir au bout du cycle d'études leur AEC. Sinon, ils n'ont pas le diplôme AEC, qu'ils restent au Québec ou qu'ils retournent dans leur pays d'origine ou qu'ils aillent ailleurs. Ils n'ont pas de diplôme, donc ils ne pourraient pas se faire reconnaître la formation qu'ils ont suivie ici. C'est bien. Tant qu'ils n'ont pas une preuve de certains niveaux de français. C'est ça, tant qu'ils n'ont pas une preuve de maîtrise du français adéquate. Est-ce que vous avez des étudiants qui suivent ce parcours-là, donc un programme en anglais avec la francisation en parallèle et qui veulent rester au Québec, mais qui ne réussissent pas, qui n'ont pas la maîtrise du français recherchée au bout du cycle d'études? Ils doivent continuer, je ne sais pas, pendant quelques mois ou une année de plus. Est-ce que vous en avez? Oui. Et je pense qu'ils voudraient, en tout cas, plusieurs voudraient rester au Québec. Ils ne peuvent pas parce qu'ils n'ont pas le droit au permis de travail, donc pas le droit à demander une résidence, à moins d'un permis de travail fermé, mais là, c'est très, très, très rare. Donc, ils n'ont pas la possibilité de rester après leurs études pour poursuivre des études en français, à moins d'être ici sur un permis de touriste, j'imagine. Mais dans leur enveloppe de permis d'études, ils ne peuvent pas demeurer au Québec. Donc, ils doivent repartir. Même si c'est pour poursuivre Oui. les études en français pour Oui. obtenir leur AEC. Donc, c'est un peu tout ou rien. Oui. Ou bien ils réussissent leur programme d'études, que ce soit en anglais ou en français, ils réussissent la francisation à un certain niveau en même temps pour avoir l'attestation d'études. OK. Oui. Maintenant, c'est clair, c'est clair pour moi. Vous avez demandé dans votre première recommandation que les DEP et AEC offerts par vos collèges privés non subventionnés
qui sont directement alignés sur les visées d'emploi de la politique d'immigration, qui soient protégés dans les politiques de réduction du programme d'études pour étudiants étrangers. Tout à l'heure, on avait le groupe des collèges privés subventionnés qui recommandait d'aller avec le scénario du cahier d'études de 128 000 personnes, 128 000 étudiants, avec 6 000 réservés pour leur réseau. Quand vous demandez de protéger les étudiants tels que définis là, est-ce que vous avez un nombre en tête pour votre réseau? Pas vraiment. En fait, c'est si vous avez bien lu le mémoire, en fait, ce qu'on demande, nous, c'est être entendu et être intégré. donc, on veut que nos écoles puissent contribuer à l'effort. Et selon la restriction qui sera mise en place ou qui est mise en place, on va s'adapter au nombre. C'est certain qu'on est d'accord que les nombres recommandés sont si on fonctionne par pourcentage, vont représenter une baisse pour nous. Donc, c'est sûr qu'on veut une croissance progressive là, pour pouvoir continuer, évidemment, à bonifier nos écoles. Mais des chiffres précis, non, on ne pourrait pas vous... Parce que présentement, tous les retombées de ce qui arrive, on est passé peut-être de 15 000 étudiants dans notre réseau en 2020 à peut-être 3 ou 4 000 présentement, même pas. Donc on est encore à évaluer les conséquences, là, mais c'est ce qui va se passer. Okay, donc, c'est difficile de dire un nombre idéal pour votre réseau, je comprends. Mais pour que ces trois niveaux de diplomation-là soient intégrés, bien naturellement, il faut commencer par réintégrer le permis de travail, sinon, même si... En tout cas, c'est un peu la poule et l'œuf, comme vous avez dit. C'est sur le PEC, là, en fait, où ce qui sera le PEC éventuellement. Donc, D'accord. Dans votre deuxième recommandation sur la méthodologie d'attribution des quotas, pour qu'elle soit prévisible, constante et transparente, dans un premier point, vous dites de baser les quotas sur des critères mesurables, vérifiables et audités. Vous donnez comme exemple le taux d'inscription confirmé, la conformité réglementaire. Est-ce que vous avez déjà en tête d'autres critères qui répondent? C'est parce que c'est un processus. Tout à l'heure, la Fédération nos collègues qui nous ont précédés ont mentionné, c'est un cheminement du moment où nous, on émet une lettre d'admission jusqu'à temps que les étudiants sont assis en classe. Il y a comme un monde entre les deux. Donc, oui, on demande à ce que, possiblement, il y ait des moments où on puisse valider. Par exemple, au fédéral, on peut valider nos lettres d'admission. Donc, on reçoit, quand ils sont rendus à la demande de permis d'études, on demande à ce que les lettres d'admission soient validées, qui est, d'après nous, un processus très rigoureux qui nous permet de valider les lettres d'admission, qui nous permet de savoir à peu près où est-ce qu'on est rendu. Donc, on pourrait avoir un même procédé au CAQ, par exemple, qui nous permettrait de vérifier, de savoir le nombre, entre le nombre de... Il y a un gros changement entre le nombre de lettres d'admission et le nombre de CAQ émis, et le nombre de permis émis et les étudiants qui sont en classe. Donc, il faut qu'à ces étapes-là, il y ait un échange afin qu'on puisse valider et qu'on puisse dire, bien, si, par exemple, un étudiant, à la fin, n'a pas son permis d'études, bien, s'il a pris le quota du CAQ, bien là, on se ramasse avec des étudiants qui sont... C'est pas accessible. Donc, on n'atteindra même pas les quotas si, au bout de la chaîne, le fédéral, il considère beaucoup la capacité financière, par exemple. Donc, ça bloque souvent à cet endroit-là. Donc, les quotas qui ont été attribués pour le CAQ sont perdus, si vous voulez, parce qu'ils n'arriveront jamais en classe, parce qu'au permis d'études sont pas validés. Qu'est-ce que vous voulez dire par une lettre d'admission validée? Est-ce que c'est les lettres d'admission que les collèges émettent? Oui. Alors, comment le fédéral peut valider une telle lettre? Qu'est-ce que ça implique? C'est-à-dire qu'il nous envoie... c'est un fichier Excel. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, il nous envoie un fichier Excel avec les étudiants, les lettres qu'on doit valider. Puis, on approuve ou pas cette lettre-là. Donc, il dit, cet étudiant-là a fait une demande d'admission chez vous. On est rendu à lui donner un permis d'études. Est-ce que cette lettre-là est valide? Est-ce que son admission est encore valide? Puis à ce moment-là, ça nous permet, nous, de savoir, bien, il a passé le stade du CAQ, il est rendu au stade du permis d'études. Et
théoriquement, il va atterrir chez nous éventuellement. OK, merci, je comprends. Puis, tout à l'heure, le ministre il a fait référence aussi, limiter les quotas à la capacité d'accueil réelle des établissements. Alors, pour vous, est-ce que c'est le nombre d'admissions possibles dans un programme XYZ dans tel établissement? C'est parce qu'on a vu, on a vu en fait des disparités. Donc, quand on parle de transparence, d'attribution de quotas, du décret qui a été émis, pour nous, par exemple, on a vu des établissements qui ont eu des quotas 4 fois supérieurs à leur capacité d'accueil. Donc, d'après nous, ça crée une disparité. Ces quotas-là auraient pu être redistribués d'ailleurs dans le réseau. Fait qu'on demande que ça soit prévisible, transparent, que ça respecte les capacités d'accueil. C'est pas parce que tu as émis 12 000 lettres d'admission que tu peux accueillir 9 000 étudiants. Là. Il y a une capacité d'accueil réelle sur nos permis, d'ailleurs. Okay. Et Madame, vous voulez ajouter quelque chose? Je veux juste préciser que la capacité d'accueil, laquelle on discute, c'est celle qui est émise par le ministère selon la superficie de local versus des horaires. Donc, c'est une capacité physique d'accueil. On a vu des quotas attribués où la capacité physique était moindre que le nombre de CAQ. Donc, c'est pour ça qu'on veut... C'est minimalement un critère qui devrait être établi. Donc, je comprends que le ministère va décréter un quota en fonction de la superficie des locaux non, le quota va être, en ce moment, est déterminé selon le nombre un pourcentage du nombre de demandes de CAQ qui a été fait dans l'année précédente, okay, qui équivalait à environ, pour la majorité des réseaux, à 75 %. Dans notre réseau, on a été capable de démontrer qu'on est loin du 75 %. On a demandé beaucoup d'explications sur les chiffres qu'on a reçus, les quotas qu'on a reçus qui sont basés normalement sur les demandes, mais ça ne correspond pas. On n'a jamais été capable d'avoir de réponse, de démonstration du calcul. C'est pour ça qu'entre autres, on demande que ce soit transparent et que le calcul se fasse pour tout le monde, de la même façon pour tout le monde. Donc, je comprends pourquoi vous souhaitez être consulté. En fait, vous souhaitez qu'il y ait une communication dans les deux sens où, au moment de déterminer, de fixer les quotas, les décideurs sauront que dans tel collège, bien, il y a de la place pour, admettons, je dis n'importe quel chiffre, là, 150 étudiants dans tel programme et dans un autre 500. Donc, on ne donnera pas à ce collège-là 2000, un quota de 2000, alors que... Physiquement, il ne peut pas les accueillir. C'est ça. Et vous disiez tantôt, c'est des gens qui sont perdus, parce qu'entre le 2000 et le 150, bien, il y a tous ces gens-là, vous avez le droit de les accueillir, mais l'impossibilité de les accueillir, donc on les perd. Puis on aimerait aussi avoir une possibilité de contestation ou de discussion là, sur la façon à défaut d'être consulté en amont, de pouvoir réagir par la suite pour pas que les places soient perdues. Mm-hmm. Parce que l'objectif, je pense que l'objectif de tout le monde, je n'ai pas été dans toutes les consultations depuis le début, mais je pense que l'objectif de tout le monde, c'est de vraiment s'assurer que on puisse accueillir des étudiants qui vont faire des programmes selon l'expertise qu'on a dans les régions qu'on a et qui vont, s'ils ne parlent pas déjà français, qui vont être francisés à un niveau qui va leur permettre de travailler. Mais là, c'est ça, il y a l'enjeu de leur permettre de travailler. Donc, c'est les moyens d'y arriver et quels sont les obstacles qui font que certaines règles empêchent d'atteindre cet objectif-là, qui est un objectif collectif quand même. Est-ce qu'il me reste encore... Il vous reste 4 minutes. Ah, 4 minutes, merci. Pardon. OK. Vous aviez aussi un point intéressant d'exclure du calcul, donc du calcul des quotas, je comprends, les renouvellements de CAQ ainsi que les CAQ liés à un permis d'études refusé. Donc, est-ce que je comprends qu'une personne qui a un CAQ qui va être renouvelé et comme compté 2 fois?
Et puis, S'il change d'année. S'il change de... S'il change d'année, c'est-à-dire qu'il doit, si dans son année ou les dates qu'il a reçu son CAQ, il doit excéder pour X raison et qu'il redemande un CAQ, il est compté dans le quota quand c'est un étudiant qui est déjà actif. juste vous préciser, en fait, il est compté présentement à l'enseignement supérieur, puis il n'est pas compté à l'éducation. Donc, déjà, il y a une disparité. Donc, c'est pour ça qu'on demande aussi à ce que on ait une cohérence dans les différentes façons d'attribuer. Parce que présentement, on a des histoires tragiques, là, des gens qui ont, pour quelconque raison, été malades et ne peuvent plus, arrivent pour renouveler le CAQ et il n'y a plus de quota. Donc, ces gens-là ne peuvent pas terminer leurs études. On est dans une espèce de code moral ici, là, qu'on aimerait bien que ça soit exclu de... Donc, c'est ce que vous demandez dans l'harmonisation des règles entre le ministère de l'Enseignement supérieur et le ministère de l'Éducation, que les quotas soient comptés, soient calculés de la même manière, ce qui serait logique pour une cohérence d'action gouvernementale. Ensuite, vous parlez de fixer toujours sur les quotas, de les fixer pour une période minimale de 2 ans afin de refléter les délais réels du recrutement international. Donc, ce sont les quotas pour quand les gens arrivent. Bien, pour le nombre de personnes qu'on peut admettre, comme nous on le dit, la CPQ le dit aussi, le processus de recrutement d'un étudiant étranger se fait sur 2 ans, 3 ans. Donc, si on fait toute cette démarche-là, on recrute, le candidat potentiel arrive, il est prêt à prendre sa décision et non, ça ne marche plus parce que le quota de cette année-là est déjà dépassé ou ne permet plus. Donc, au niveau de la prévisibilité, on n'est pas capable de se projeter parce que là, les quotas, en ce moment, sont donnés d'année en année sans qu'on ait aucun indice. Et les programmes sont d'une durée en moyenne de combien? Je dirais de 12, 15, 16 mois en continu. Alors, si un étudiant fait un programme de 16 mois, disons, ou 14 mois, si les CAQ sont attribués annuellement, est-ce qu'il y a un risque qu'il n'ait pas le CAQ pour la période excédant 12 mois? Les CAQ sont attribués normalement pour la durée des études. C'est pour des raisons autres. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, un CAQ aurait été attribué et il y aurait un délai à l'émission du permis d'études et il y aurait un délai à l'arrivée de l'étudiant. Donc, l'étudiant va se retrouver dans une situation où son CAQ ne couvrira pas sa période d'études. Donc, il doit renouveler et prolonger pour couvrir la fin de ses études. Donc, à ce moment-là, il est soumis au quota, puis il se retrouve dans une situation difficile où, quand il fait la demande, bien, il faut que ça couvre cette période-là. Donc, il faut qu'on soit capable de prévoir, quand on donne une lettre d'admission, que cet étudiant-là va pouvoir demander un CAQ. En terminant. Oui, donc finalement, un étudiant qui changerait de collège pour une raison autre et qui pourrait devoir faire quelques mois de plus, à ce moment-là, pourrait ne pas le faire parce qu'il ne pourrait pas penser. Bien, je peux vous spécifier, maintenant, ce n'est pas possible. Il faut qu'il redemande un CAQ, qu'il redemande un permis d'études. Avant. Merci. Merci beaucoup.